S'il a un potentiel de 100 vélos, il t'en commande 200, tu devrais lui dire non, non, écoute, sois raisonnable, prends 20% de plus, commande-en 120, mais pas 200, pas le double, parce que tu n'as pas la capacité de vendre ces vélos-là. C'est un petit peu là où tout le monde a pêché, en fait. C'est là où tout le monde a, a fait la même erreur, c'est ils se sont imaginés que l'embellie qu'on a eue en 2020 et 2021, c'était l'avenir. Il faut être patient, il n'y a, pas autre chose, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut que le stock 2022, qui est très important, disparaisse. Hmm. Tant que ce stock-là ne sera pas disparu des magasins et des entrepôts des distributeurs, ça va être, c'est le poisson qui se mord la queue Ouais. parce que les 2023 sont là. Euh, il faut bien sortir les 2022 pour Hmm. vendre les 2023. Bienvenue dans le podcast En roue libre. En roue libre, c'est le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Chaque semaine, retrouvez une perspective unique et experte sur les dernières tendances, développement et innovation. Et découvrez des histoires inspirantes lors d'entretiens avec des professionnels de l'industrie. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes En roue libre. En roue libre vous est présenté par Line, l'agence conseil 360 spécialisée dans le vélo. Si vous avez besoin d'un accompagnement pour monter ou développer un projet dans le vélo et la mobilité, faites appel à Line. On réalisera un diagnostic complet de votre entreprise pour vous proposer des services les plus adaptés à vos objectifs, besoins et budgets. Ready. Bon, super. On est prêt, on est bon, on est parti. Bonjour Manu, Manu Medina. Comment tu vas? Et bonjour Antoine, je vais très bien. Je Super. vais très bien. Je suis ravi d'être là. Un peu surpris, parce que je, ça fait quand même presque 14 ans que j'ai quitté la France et le marché français. Donc j'ai été un peu étonné de ta demande, en fait. Mais je t'écoute. Ouais, non, mais il y a plein de choses, il y a plein de choses derrière, derrière cette volonté de t'avoir dans En roue libre. Déjà parce que on se connaît depuis très longtemps. Euh, et, Effectivement. et je pense que dans l'industrie du vélo, il y a peu de gens qui me connaissent depuis aussi longtemps que toi. Je Euh, pense, ouais. Parce que, donc pour rappel, petite intro sur Manu, donc Manu Medina, qui était le boss d'un magasin, voire même enfin, ouais, d'un magasin, de deux magasins, l'un qui s'appelait Mountain Biker et l'autre qui s'appelait VTT Center à Paris. Mountain Biker étant à Versailles, donc à quelques encablures de là où j'habitais. Et en fait, Mountain Biker, c'est le magasin qui avait toutes les meilleures marques à l'époque, toutes les meilleures marques de VTT à l'époque. C'était the place to be quand on faisait du VTT sur la région voilà, de Versailles, dans ce coin-là. Et L'Ouest parisien, ouais, ouais, tout à l'Ouest fait. parisien, ouais. Enfin, j'avais pas trop la zone de chalandise, mais ouais, globalement c'était ça. Il y avait Vélo Neuf, c'était un autre magasin du coup plus haut qui existe toujours. Et puis effectivement Mountain Biker à Versailles. Et je peux te dire sans trop de problèmes que tu fais partie de ces gens euh, sans qui, enfin si t'avais pas fait ce que t'as fait, je serais probablement pas là où je suis aujourd'hui. Avec plaisir. J'aurais probablement pas fait de VTT comme j'en ai fait et comme j'en fais aujourd'hui. Et ouais, et il y a des trajectoires comme ça de personnes qu'on croise voilà, qui nourrissent la passion, qui créent quelque chose et qui font dévier une trajectoire vers quelque chose de bien. Et voilà, et très clairement, t'en fais partie. Bah, moi, voilà, je te remercie pour avoir nourri cette passion avec la tienne. Ça fait plaisir de l'entendre. Ça fait plaisir. Et ouais. Et après, il y a d'autres choses. Après ça, il y a donc aujourd'hui, donc tu es en Espagne, tu as une société de distribution de marques de vélos et d'accessoires.
J'ai plusieurs casquettes, hein, Ouais, j'expliquerai bien après, sûr, ouais, en fait, hein. carrément. Et donc c'est aussi là-dessus que j'ai envie de te poser quelques questions, parce que euh, ce qu'on voit en France en termes de situation, bah, en fait, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en Espagne. Comment est-ce qu'on peut comprendre un petit peu les différences. Je ne sais pas si on va en arriver là, parce que je vais avoir, enfin, on va avoir plein de sujets et plein de questions. Je sais que tu as beaucoup préparé. Je sais que tu as beaucoup préparé Un petit peu, cet enregistrement. un petit peu. Moi, ce que je voulais te dire, c'est un format, tu vois, conversation. Euh, et je suis pas par nature quelqu'un qui prépare énormément les choses. Je suis plutôt itératif, je suis plutôt, euh, comment dire, ouais, instinctif. Donc, le message que Instinctif, je voulais te faire spontané, ouais. passer et que je vais faire passer aux autres pour la suite, c'est préparer pas trop. Parce que bah, après, moi, si j'ai des questions, des trucs, des sujets Ouais. que j'ai envie de creuser, Oui, bah, en fait, moi, j'ai préparé, c'était plutôt pour avoir un film, et tout ce que j'ai préparé, que je t'ai envoyé, que tu as vu, c'est exactement ce qu'il y a dans ma tête, qui ouais, serait ok, sorti spontanément, en fait. Mais j'ai voulu un peu le mettre sur papier pour essayer de garder un fil et de pas me mélanger, parce que j'ai souvent plein de choses en même temps dans la tête qui se bousculent, et des ok, fois, ça peut se bousculer et se mélanger, quoi. ça marche. Voilà, un petit peu. Alors, Mountain Biker, est-ce que c'était ton premier magasin? Est-ce que tu as eu d'autres aventures avant? Et qu'est-ce qui t'a amené à ça? Qu'est-ce qui t'a amené au vélo d'une manière générale? Alors, donc, ce qui m'a amené au vélo, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai fait du vélo dès le premier âge. Que je me souvienne, enfin, vraiment, quand tu parles de souvenirs comme ça, c'est pas vraiment des souvenirs, c'est des souvenirs qui sont liés à des photos que tu vois, Hmm, parce que tu n'as pas de souvenirs de quand tu as 3 ans réellement, par hmm, peut-être quelques flashs comme ça qui restent gravés dans le disque dur. Mais dans les photos de famille, il y a une photo où, avec mon frère aîné, on est sur un vélo 12 pouces, donc j'avais 3 ans. Il y en avait qu'un parce qu'on n'était pas riches, donc il y en avait un pour deux et on faisait chacun un tour, quoi. Donc voilà, ça c'est mon premier souvenir de vélo, 3 ans sur hmm, un vélo 12 pouces. Après, bien évidemment, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, ces âges-là, on avait des vélos qui à l'époque n'avaient pas de nom, hein, il n'y avait pas de discipline, c'était un vélo. Ce qu'on pouvait acheter d'occasion pas cher, parce que je te dis, on était une famille d'immigrés assez humble. Et on arpentait bah, toute la région de là où j'ai grandi, hein. Moi, j'ai grandi en 78 à Elisabethville, entre les Mureaux et Mantes-la-Jolie. Et avec bah, les gamins, là, à l'époque, c'était le jeudi, hein, le jour de repos de, de l'école. Et on arpentait toute la région, Mézières, les coteaux de la Seine, on allait partout. On pique-niquait, on connaissait tous les lavoirs avec toutes les sources, hmm. les endroits où on pouvait se baigner l'été dans les lavoirs et tout quand il faisait chaud. Enfin voilà, ça c'était les premières expériences de vélo. Après, nous, on est une famille plutôt de moto, hein. On est trois frères les uns derrière les autres, hein, à un an d'écart. Mon père faisait de la moto aussi. Donc bien évidemment, la moto s'est imposée rapidement dès qu'on a pu. 14 ans la mobilette, bien évidemment. Après, bah, les petits boulots, enfin les petits boulots, le boulot pour gagner un peu d'argent dès 14 ans, les marchés, les jeudis après mercredi, les samedis, les dimanches, pour économiser, puis m'acheter ma première 125 à 16 ans. Voilà. Donc, et après, ça a été, nous, on a toujours été tout terrain. Hmm. Dans la famille, ça a toujours été la moto tout terrain, donc d'abord avec les mobylettes, trafiquer un petit peu, on allait dans les carrières des bords de Seine, où à l'époque il y avait bah, la Seine un peu, la scène de la moto d'enduro, les Gilles Lallet, les pilotes de la région parisienne de l'époque, hein, on se croisait avec eux dans ces endroits-là. Après, donc le trial, ça a été ma grosse passion en moto, hein, moto trial, championnat d'Île-de-France, Hmm. les courses de toute la région. Euh, et puis voilà, après un petit peu d'enduro en moto.
pas beaucoup. J'avais pas mal de copains qui participaient, mais c'était un peu sur la fin. Et vraiment, les compétitions, ça a été Trial, qui est une très bonne école de, de la Ouais. maniabilité et J'ai du l'impression feeling que, du terrain, quoi. ouais, j'ai l'impression que le trial, c'est quand même, avec le BMX, une très très bonne école pour le vélo. Et Tout à fait, je par suis exemple, d'accord, ouais, ouais. Flo Payette, hein, qui a été troisième au championnat du monde à Val d'Isole en 2014. Ouais, vient du trial, et ce qui lui a donné des capacités techniques et d'élasticité et de Tout à puissance fait, qui ouais. sont phénoménales, quoi. Donc, Donc voilà, donc nous on a toujours été moto, hmm, on est toujours d'ailleurs, moi j'en fais moins, mais bon, mon frère aîné est un passionné des motos trail, il a 3 KTM, Suzuki DR, enfin bon, il n'arrête hmm, pas. Et donc par hasard, hein, c'était pas prévu, mais par hasard j'ai commencé à travailler dans la moto, donc le concessionnaire Yamaha de Versailles, euh, où je suis resté presque 10 ans. Et, et c'est là que vraiment le VTT a commencé en fait. hmm, En 85, si je ne me trompe pas, 85 ou 86, euh, un copain à moi qui revenait du Québec ramène un vélo de montagne, comme ils appelaient à l'époque hmm, là-bas, un Raleigh 10 vitesses avec le guidon en triangle, là, ouais, le renfort et tout. Et puis j'essaye, bon, moi je faisais donc du trial, je roulais en moto d'enduro loisir et je trouve ça sympa. Et peu de temps après, quelques mois après, ou dans la même année, ou je crois, un copain à moi, Olivier Quédol, assez connu des trialistes en Ile-de-France, qui a fait des shows de trial un peu partout, au Salon de la Moto et tout, pendant des années. Lui aussi avait un premier VTT qui avait récupéré d'un copain à lui, qui avait commencé à rouler. Et puis on va rouler en forêt de Marly, je crois, ou de Saint-Germain, je ne sais plus, tous les deux. Mais je trouve ça super sympa, hmm, parce que vraiment, on avait les sensations du tout-terrain qu'on avait en moto, mais avec autre chose, quoi. Avec un effort physique, bien évidemment. J'étais à l'agonie parce que c'est un autre sport, hein, même si tu peux être un sportif, le vélo, c'est ingrat au début. hmm, Donc voilà, ça a commencé comme ça, et c'est vraiment 88, je pense, ou 89, avec mes copains de toujours, avec qui je, je fais encore pas mal de choses, s'achètent aussi des VTT, en fait, des vélos tout-terrain. À l'époque, il n'y avait pas grand choix, hein, c'était des trucs assez basiques, hmm. soit des trucs de supermarché, les Peugeot qu'il y avait à l'époque, les MPK, et voilà, c'est des choses-là. Et on commence à faire bah, les randos en Ile-de-France, quelques courses, et puis après, je pense que c'est en 90, la première fois, Gilles, un des trois de la bande, qui lui courait pas mal en enduro moto, entend parler d'une Coupe de France de VTT de descente, en fait, Hmm. organisée par Georges Edouard, bien sûr. C'était le précurseur, hein. Et Georges donc on y Edwards va. On qu'on va voir. salue, hein. Voilà, Georges tout à fait. Edwards, Je pense pour ceux qu'il fait qui... partie, Ouais, Georges Edwards qui il est fait connu partie des. aujourd'hui pour organiser la Méga Avalanche, qui est l'événement Tout à le fait. plus connu, mais il faut quand même se rappeler qu'à l'époque, Georges était la personne voilà, qui organisait les événements. Alors moi, j'ai pas trop connu cette époque, mais si le VTT est là où il est aujourd'hui, c'est aussi grâce à Georges, quoi. Exactement. C'est clair qu'il y a quelques personnages comme ça en France qui font, qui ont fait ce qu'est le VTT en France et je dirais même en Europe et dans le monde, hein, parce Mm, que euh, les mégas, les maxi, tous ces formats-là, les courses extrêmes à étapes comme peuvent être la transvésubienne. Moi, j'ai fait la transvaléenne, hein, qui était une version de la transvésubienne en 2 jours, en fait. Euh, Plein de choses comme ça. Puis après, bah, l'enduro, hein, mm, l'enduro VTT, c'est quand même c'est une invention. C'est pas une invention, mais enfin, c'est quand même la France qui a été précurseur dans, bien sûr. dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que c'est des gens qui ont marqué notre discipline.
Donc voilà, donc on va participer. La première, si je me rappelle bien, c'était en les Pyrénées. Et bien évidemment, bah, on trouve ça génial, quoi. À l'époque, bah, faut expliquer que c'était des vélos tout rigides, Mm. donc des VTT classiques en fait, avec des guidons qui devaient faire 54-56 cm de large, avec des potences de 110 ou 120 mm, donc complètement en bas, quoi. Oui. Des freins Quand tu vois les cantilévers. vidéos des courses de l'époque, tu te dis, mais comment on pouvait descendre les montagnes avec des engins pareils, quoi. Mm. Et, bon. Et donc, voilà, on enchaîne 91, 92, 93, 94 avec les championnats enfin, qui devient après championnat de France de descente, en fait, avec toutes les spots de l'époque, hein, Vars, Pralou, Léger, Métabier, j'en oublie, la Bourboule. Mm. Pour ceux qui ont fait la Bourboule, c'est mythique, quoi. Quand tu arrivais dans la partie des escaliers où il y avait toute la foule autour, tu avais vraiment la pression, quoi. Enfin, voilà, quoi. Donc on accroche bien évidemment en descente, et puis après viennent les manifestations dont on a parlé avant, quoi. Donc les méga avalanches, les maxi, les, la Free Raid aussi, Mm. voilà, un événement qui est devenu incontournable et qui a été précurseur, hein. Je crois que c'était 98, si je ne me trompe pas, la première édition. Moi, la première édition, je n'avais pas été, c'était Thierry Fèvre, mon ancien mécanicien, qui aujourd'hui est Mm. chef des ventes de moustaches en Mhm. France. Euh, Ça, pour revenir un petit peu à ce que tu disais au début, que peut-être que le magasin Mountain de Versailles a fait ce que tu es aujourd'hui. Il y a aussi pas mal de gens qui ont travaillé avec moi, que j'ai formés, enfin, sans prétention, hein, qui ont travaillé avec moi tout jeune et qui sont toujours dans la profession, comme peut être Mm. Thierry, qui ont vu bien sûr leur carrière, leur évolution, Mm. qui sont passés par différentes. Qui a fortement aussi contribué à nourrir, à nourrir ma passion parce que, Oui, bah, parce oui, que voilà, c'est c'est un c'est artiste. ouais, un artiste et puis voilà, un bon pilote aussi Oui, avec toute sa team tout à fait. autour, les Oui, spots oui, oui. qu'ils entretenaient autour, enfin, et voilà, puis un personnage, alors bon, certains l'aimaient moins, mais moi je l'aimais beaucoup parce que bah, il était euh, très marrant, quoi. Enfin, et puis je lui ai acheté un cadre de Explosive Birdie à l'époque, Oui. qui m'a fait me monter mon premier, on va dire, semi-rigide, un peu collector, un peu sympa. J'ai encore les photos là, mais enfin voilà. Donc, ouais, belle équipe, ouais. C'était cool. Et puis Voilà, donc des gens qui sont. Fabrice qui est Voilà, encore en Fabrice, oui, des activité, gens qui hein. sont passés par. Oui, Fabrice, il est mécanicien au magasin Summum Bike, Summum ça, Bike, ouais, à Montigny. à Montigny ou Voisin, je ne sais plus si Ouais, c'est ouais. Montigny ou Voisin, parce que Mhm. on se mélange toujours avec ces deux villes. Ouais. Jean-Philippe Hédin, qui a Oui. fait son stage de troisième chez moi à Versailles, qui s'occupe de la formation chez Cannondale, Mhm. euh, qui encore, j'en oublie, bon, voilà, des gens qui sont passés par Mhm. l'école de formation, si on peut dire, Ouais. de Mountain Biker. Donc voilà, la passion est venue comme ça, par hasard, motard, mais bien évidemment tout terrain, et le VTT bah, s'est imposé rapidement, bah, c'est devenu drogue, quoi. Il y a pas d'autre mot. Mhm. Aujourd'hui, j'ai toujours des motos tout terrain, j'ai toujours une moto de triage, j'ai toujours une moto d'enduro, et je m'en sers quasiment pas, quoi. C'est mon fils qui roule avec. De temps en temps, je vais faire un petit tour, mais le VTT, c'est vraiment la passion, quoi. Et surtout le VTT assistance électrique aujourd'hui. Bon. Ouais, moi j'alterne pas mal en Mhm. fait, hein. Je roule beaucoup en électrique bien évidemment parce que moi je suis Gravity, hein, donc ce qui me plaît c'est les descentes. Mhm. Donc pour descendre, il faut monter bien évidemment. Donc avec un vélo électrique, ça t'ouvre beaucoup d'horizons, ça te permet de faire des sorties plus longues euh, par rapport à la condition physique bien évidemment, plus vite, monter plus pour descendre plus Mhm. bien évidemment. Après, moi j'aime bien aussi le côté technique en montée, hein. Bien évidemment, je suis trialiste à la base. J'aime bien les montées impossibles et je prends plaisir à monter avec
le VTT électrique. Mais bon, j'ai aussi un vélo de cross-country. Je roule aussi un petit peu en cross-country pour faire de la distance à un autre rythme. Et puis le gravel. Le gravel, on en parlera après. Qui est... Moi, j'ai un vélo de route que j'utilise très peu parce que ça n'a jamais été ma passion. J'en ai fait parce que bah, c'est bon pour le fond. Et puis c'est aussi, bon, en général, c'est quand il fait beau. Hein, j'aime pas rouler quand il fait froid en route. Mais le gravel a pris la place, quoi, parce que ça t'ouvre d'autres horizons, ça te permet de faire des sorties mixtes, et puis surtout le côté voyage, quoi. Côté Ouais. euh, partir avec ton petit équipage, ton petit sac, et puis partir. Là, je vais faire dans 3 semaines, pour mon anniversaire, là, je fais un raid de 6 jours en Espagne là, avec mes deux acolytes parisiens hein, qui descendent à Madrid et on fait ça ensemble. Donc on fait une route un petit peu comme le chemin de Saint-Jacques, mais qui n'est pas très connu, hein, qui s'appelle le chemin royal de Guadalupe. Pour traduire en français, c'est un chemin qui est balisé, qui va de Madrid au monastère de Guadalupe, qui est en Extrémadure, dans le sud-ouest de Madrid. Ça fait 240 km aller, et on fait aller-retour, donc ça fait 480 km. Ok. Donc 6 étapes de 80 km à peu près. Et donc on fait ça là dans 3 semaines, le 15 avril en fait. D'accord. Donc Donc gravel. voilà, le gravel, c'est Ouais. le côté voyage en fait qui me plaît bien en Ok. fait Alors, sur le principe. on, on va sûrement en reparler, mais si on revient un peu sur le côté mountain biker, l'équipe que tu as formée, euh, je dirais, qu'est-ce que tu gardes de cette époque, de cette époque avec où il y avait effectivement, enfin, c'était un tout petit magasin hein, quand même, hein. Rappelle-moi la Alors oui, surface. mountain biker. Alors, il faut expliquer un peu, je vais revenir un peu sur l'histoire. Donc, je travaille dans la moto, je commence à faire du VTT de plus en plus, ça devient vraiment une passion. Euh, et dans ma tête, bon, la moto, c'est bien, je me plais bien. Hein. Je travaillais donc 9 ans hein, dans le magasin de Versailles, j'ai vendu des milliers de motos. Mais je me rends compte qu'en Île-de-France, en fait, à cette époque-là, il y a 4 magasins références, en fait. Hein. Il y a Mountain Bike Follies à Fontainebleau, il y a la Maison du Vélo à Paris, bien évidemment, euh, VTT Center, qui est une des références aussi, et Vélo Neuf, Serge Darcel, dont tu as Mm. parlé, qui à l'époque à Franconville, dans le supermarché Euromarché, je crois que ça s'appelait à l'époque. Mais il n'y a personne dans l'ouest de Paris. Ok. Vraiment, il y a le nord, il y a le sud, il y a Paris intramuros, mais il n'y a personne dans l'ouest où on a quand même un cadre, on avait, parce que j'y ai vécu, mais je me sens encore de là-bas, on avait un cadre de pratique Mm. extraordinaire. Quoi. Parce que vraiment, l'ouest de Paris, c'est la forêt partout. Bien sûr. Je Mm. me rappelle une petite anecdote quand des gens venaient de province nous voir, parce qu'on faisait quand même pas mal de publicité et ça attirait du monde. Donc quand les gens voyageaient et venaient sur Paris ou sur Versailles, surtout au début, voir Mountain Biker, ils étaient impressionnés déjà par la tête du magasin, on va en parler après, mais ils nous disaient, mais ici à Paris, où vous faites du VTT? Je disais, Mm. bah, où tu veux. Versailles, on est au milieu d'une forêt. Quoi. Donc ici, on sort du magasin le dimanche matin, et on peut faire 100 km sans en croisant quelques routes, mais tout le temps par la forêt, tout le temps par les Mm. chemins. Donc c'est vrai que c'est un endroit extraordinaire. Quoi. Donc voilà, donc mon idée, déjà, T90, je pense, c'est d'ouvrir un magasin de VTT spécialisé VTT Mm. euh, dans l'ouest de Paris. Et alors, J'ai un premier est-ce- projet. attends, excuse-moi Manu, mais Excuse-moi. est-ce que à Oui. l'époque, il y avait quand même des magasins de vélo dans le coin? Des magasins Il de y avait vélo des peut-être magasins de pas vélo, spécialisés VTT, mais il y avait voilà. des Il y avait magasins des de vélo magasins de déjà. vélo, mais qui étaient des magasins généralistes. Ouais. Et je dirais que c'est un petit peu, on peut faire le, je cherche les mots des mots en français, excuse-moi, mais le rapport entre ce qui a été le vélo électrique il y a quelques années. Mm.
Tu te rappelles, il y avait des magasins qui disaient ça, c'est pas du vélo. Bien sûr. C'est pas du vélo, le vélo électrique. Et ben, il y avait un petit peu ça à l'époque. Mmh. Les généralistes, les traditionnels, le VTT pour eux, c'était pas du vélo, quoi. D'accord. C'était autre chose. Donc, il y a beaucoup de magasins qui étaient réticents, quoi, et qui se lançaient pas dedans. Il y a des magasins comme Jackie, hein, le père Jackie, qui était aussi un passionné, À Villemont? et qui avait, pardon, Cycle Jackie est-ce à que j'ai pas Villemont? entendu? Oui, tout à fait. Qui avait commencé déjà, bon, on se croisait Mmh. dans les randos en Île-de-France, qui avaient commencé déjà à faire un petit peu de VTT. Mais ça restait des magasins généralistes. Et vraiment, les spécialistes, c'était les quatre que j'ai cités. Mmh. Euh, C'était vraiment les références. Et donc, mon idée, c'était ça. C'est d'ouvrir un magasin de VTT, spécialisé VTT, Mmh. euh, dans l'ouest de Paris. Et alors, J'ai un premier est-ce projet. attends, excuse-moi Manu, mais Excuse-moi. est-ce qu'à Oui. l'époque, il y avait quand même des magasins de vélo dans le coin? Des magasins Il de y avait vélo des peut-être magasins de pas vélo. spécialisés, VTT, mais il y avait Voilà, des il y avait des magasins de vélo magasins de déjà? vélo, mais qui étaient des magasins généralistes. Ouais. Et je dirais que c'est un petit peu, on peut faire le, je cherche les mots des mots en français, excuse-moi, mais le rapport entre ce qui a été le vélo électrique il y a quelques années. Mmh. Tu te rappelles, il y avait des magasins qui disaient ça, c'est pas du vélo. Bien sûr. C'est pas du vélo, le vélo électrique. Et ben, il y avait un petit peu ça à l'époque. Mmh. Les généralistes, les traditionnels, le VTT pour eux, c'était pas du vélo, quoi. D'accord. C'était autre chose. Donc, il y a beaucoup de magasins qui étaient réticents, quoi, et qui se lançaient pas dedans. Il y a des magasins comme Jackie, hein, le père Jackie, qui était aussi un passionné, À Villemont? et qui avait, pardon, Cycle Jackie est-ce à que j'ai pas Villemont? entendu? Oui, tout à fait. Qui avait commencé déjà, bon, on se croisait Mmh. dans les randos en Île-de-France, qui avaient commencé déjà à faire un petit peu de VTT. Mais ça restait des magasins généralistes. Et vraiment, les spécialistes, c'était les quatre que j'ai cités. Mmh. Euh, C'était vraiment les références. Et donc, mon idée, c'était ça. J'ai eu un premier projet qui devait être une association avec un copain où on a failli ouvrir un magasin à Boulogne, euh, route de la Reine, là, qui aurait été sûrement très bien et qui aurait sûrement bien marché, mais dans ma vie, je me suis jamais associé avec personne Mmh. et j'avais failli le faire là et je pense que le, le fait que ça soit pas fait, c'était le destin, quoi. Ça devait être écrit. Mmh. Fallait pas que ça se fasse. En 92, avril 92 exactement, j'arrête de travailler dans la moto. Je dis, j'en ai marre, j'arrête. Et moi, souvent, les grandes décisions, je les prends quand je suis en vacances, parce que c'est le moment où je peux me poser et réfléchir. Parce Mmh. que le reste du temps, ça va trop vite. Il y a trop d'activités. Et voilà. Donc, à cette époque-là, donc dans la concession Yamaha, j'avais des agents, comme ça se faisait beaucoup dans la moto à l'époque. Et un de mes agents, c'était le magasin de Versailles de vélo et de cyclomoteurs qui s'appelait Cycle Roland, rue Qui Carnot, qui est toujours, hein? s'appelait toujours Cycle Roland. Voilà, aujourd'hui, c'est plus Roland, ça a changé, hein, Mmh. mais il est toujours là, au même endroit. Et en fait, c'était Jean-Louis Ferrand, le propriétaire, qui était de Sartrouville, qui d'ailleurs a racheté après le magasin, c'est l'anecdote, le magasin d'origine de la famille Darcel, en fait, hein, qui était au Plessis-Bouchard, euh, sur la chaussée Jules César, et qui a fait un magasin de moto là-bas. Donc, je lui propose d'aller bosser un petit peu comme ça juin, juillet, parce que je ne voulais pas chercher de boulot, parce que je voulais partir en vacances au mois d'août, donc ça ne m'intéressait pas de trouver un travail à ce moment-là. Donc, je lui propose d'aller lui donner un coup de main le samedi, tu vois, comme ça. Et puis, le premier samedi, on vend 40 vélos, j'en vends 20 moi tout seul. Donc, il me dit, bah, écoute, tu peux venir tous les jours si tu veux, il n'y a pas de problème. Mmh. Donc voilà, je bosse comme ça, sans contrat, sans- sur 2 mois, quoi. Et voilà, bon, pendant le mois d'août, là, je mûris mon projet et lui, il avait plusieurs locaux à, à- à Versailles, là où il y avait le magasin. Il y avait plusieurs locaux, dont un qui servait, euh, un local qui avait une vitrine en fait, mais qui servait de réserve. Et donc, quand je rentre de vacances, je lui propose le deal. Je lui dis, écoute, voilà, Jean-Louis, moi, je te propose un truc. Moi, je veux monter un magasin depuis longtemps. Tout est dans ma tête, mais j'ai pas d'argent. Donc voilà, moi, je te propose un deal. Tu me laisses carte blanche, je prends ce local, je fais les travaux, j'installe.
Ça, c'était donc fin 92, en fait, l'automne 92. Et on ouvre un magasin de VTT pour faire le magasin référence de l'Ouest parisien. Il me dit, OK, on peut ça. Jean-Louis, il a mon âge. À l'époque, on avait 32 ans, donc on était jeunes et dynamiques. Et voilà. Et donc, bah, je fais les travaux. Ça, je voulais ouvrir pour la fin de l'année. J'avais tout prévu, tout préparé, fait le plan de pub euh, sur Vélo Vert et tout. Et puis, en fait, les travaux prennent du retard, machin. Bon, finalement, on ouvre en février. Attends, Mais rappelle-moi ce qui juste, était, ce qui était pardon dur, Manu, rappelle-moi juste la surface du magasin. fait, alors, ça, c'était le premier, hein, c'était rue Carnot, Ah, celui-ci. d'accord. Il faisait, il devait faire 40 mètres carrés, à peu Hmm, près. 40 mètres carrés. Et voilà, donc la troisième année, l'ambiance commence à être plus tellement bonne parce que Jean-Louis, c'est pas un passionné, c'est un comptable à la base. Donc lui, ce qu'il voyait, c'était les chiffres, quoi. Il trouvait que il y avait trop de stock par rapport au chiffre d'affaires. Ben, je lui dis, écoute, c'est normal. Je lui dis, si tu veux faire rêver les gens, il faut montrer du bon, quoi. hmm, Donc voilà, là, commence à y avoir une relation un peu moins bonne. Et de là, je mûris mon projet de partir, de voler de mes propres ailes et de monter mon magasin. Donc là où j'habite, moi, en face du magasin de moto où je travaillais, dans l'immeuble où j'habitais, il y avait un tout petit local qui avait été à l'époque la comptabilité du magasin de moto quand j'y travaillais. Et après, c'était devenu une réserve. Et en fait, moi, j'avais gardé de très bonnes relations avec Nénès, hein, qui était le propriétaire de Saint-Aignan Moto, le magasin de Versailles, et j'avais les clés, et c'était un peu mon KGB, quoi. hmm. Et voilà, donc, avec mon épouse, on réfléchit, on monte notre projet. Je, je négocie avec lui pour qu'il laisse le local et avec le propriétaire des murs pour ouvrir le magasin. Ok. Donc pareil, on redémarre la même chose, travaux, fin 95, pour ouvrir fin d'année 95, ça prend du retard, les travaux, ça prend toujours du retard. Pour l'anecdote, dans ma carrière, j'ai fait 8 magasins, 4 en France et 4 en Espagne. Après, je expliquerai le reste. Donc, c'est toujours pareil, quoi. Tu te fixes une date et puis en fait, il y a toujours du retard. Hmm. Donc voilà, donc on crée notre magasin. Alors à l'époque, le premier magasin s'appelait Mountain Bike 78. Moi, j'avais fait un deal avec Jean-Louis. On était parti sur un deal qu'il avait accepté au départ. Après, il l'a refusé. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais parce qu'il a été mal conseillé. On s'est retrouvés 10 ans après, je crois, et il s'est excusé. Mais moi, je lui avais dit, écoute, Jean-Louis, moi, je vais partir. De toute façon, ce magasin-là, c'est ton magasin, c'est tu es le propriétaire, mais c'est moi, en fait. Les gens ne me connaissent que moi, les Hmm. fournisseurs ne me connaissent que moi, c'est moi qui ai tout créé. Donc, moi, je suis quelqu'un de très réglo, très carré tout le temps. Je lui ai dit, je te propose un deal. Je garde le nom, je garde le téléphone, je garde le stock. Tu me fais un plan de financement pour le stock, parce que je n'ai pas de sous, et je pars voler mes projets. Au début, il me dit OK, donc je monte C'est mon un deal projet, cool quand même. je crée ma société, je dépose, enfin, je mets le nom et tout. Et puis, le jour qu'on avait convenu pour signer le contrat, il me fait faux bon, en fait. Enfin, c'est pas qu'il me fait faux bon, c'est qu'il me répond pas au téléphone et il fuit. Donc, moi, je prends ma voiture, je vais chez lui directement, parce que lui travaillait chez lui, il avait son bureau de comptabilité chez lui. Et là, je tape à la porte et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Donc, et puis là, il me dit, bah, écoute, j'ai changé d'avis. Alors là tu as le ciel qui te tombe sur la tête parce que tu penses, bah, j'ai créé la société avec le nom commercial. Et donc, voilà, bon, moi, les décisions, je les prends très, très vite en général. Ça fuse rapidement. Et donc, je fonce à la chambre de commerce, je fais un changement de nom et je crée donc Mountain Biker. Au lieu de Mountain Bike 78, je change Mountain Biker, mais je continue. Et là, j'appelle les fournisseurs, tous les gens avec qui je travaillais, qui me connaissaient, et je leur explique. Je leur dis voilà, j'ouvre mon magasin la semaine prochaine, j'ai pas de stock parce que je comptais sur le stock de l'autre magasin. J'ai rien, j'ai pas de sous. Par contre, vous me connaissez, donc si vous me faites confiance, vous m'envoyez du stock
Et puis, moi, je vous paye au fur et à mesure. Et puis, dès que je peux, je vous règle tout. Et il y a quelques sociétés qui ont suivi, qui m'ont fait confiance. Je les citerai pas tous ici, mais bon, je les remercie encore. Ils le savent, ceux Vas-y, qui donne sont des toujours noms. dans la On veut profession. des noms. Euh, hein? On veut des noms. Dis-moi. On veut des noms. Bah, il y en a qui n'existent plus, hein. Sunex, par exemple, enfin, Ah oui. Sunex de l'époque, hein, Qui distribuait quoi? avec qui je Jetée? travaillais. Ils distribuaient à l'époque, bon, ils ont distribué beaucoup de marques, mais moi, je travaillais avec eux, avec Klein, principalement, et puis plein de marques d'accessoires. Hmm. Euh, Mountain Bike Diffusion, une société qui n'existe plus, qui a été vraiment un peu ce que peut avoir été, comme tu disais aujourd'hui, tu disais avant, Mountain Biker comme référence. Bah, eux, c'était la référence des produits de VTT techniques, pas underground, mais des produits mythiques, quoi. Donc voilà, quelques fournisseurs comme ça, et on démarre. Bien évidemment, bien évidemment, à l'époque, bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais ça va vite, tous les clients reviennent, et donc voilà, on démarre l'aventure Mountain Biker Versailles. Et le magasin faisait 35 mètres carrés avec l'atelier. Voilà, Oui. l'atelier faisait à peu près 6-7 mètres carrés. Bon, toi, tu l'as bien connu, puisque tu as traîné tes baskets dedans tout petit, tout jeune. Euh, C'était vraiment, je ne sais pas si c'était le magasin le plus petit ou le plus rentable de France, mais on a quand même fait dans ce magasin avec Thierry, quand on était tous les deux là-bas, moi à la vente et lui à l'atelier, on a fait quand même 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres références comme ça, mais c'était vraiment unique, quoi. C'était vraiment Ouais. unique. En plus, avec des charges vraiment très très basses, Hmm. puisqu'on payait, si je ne me trompe pas à l'époque, on payait 700 euros de loyer, deux salariés. Donc voilà, les comptables font Ouais. rapidement les comptes. Le mètre carré La le plus rentabilité rentable de est très très France. bonne. Là-bas, on a vendu, bah, je dirais pas toutes les marques, mais dans ma carrière, j'ai vraiment travaillé avec quasiment tout le monde, quoi. Mais bah, il y a eu les grandes années du freeride, du dirt, où on était vraiment une référence. Tout à fait. Si on essaye d'avancer un petit peu sur un peu la suite, donc après quelques années, donc tu décides de te séparer du magasin pour... Alors, entre-temps, Oui, petit aparté, c'est VTT Center, en ouais, fait. Donc, Mountain Biker donc, à Versailles, 96, 97, 98. Patrick, le propriétaire de VTT Center, m'appelle et me dit qu'il voulait vendre, qu'il veut partir dans le sud. Et donc, moi, je vais là-bas. Je ne connaissais pas le magasin, je n'avais jamais été. Et je prends ma décision tout de suite et je vois la boutique. Et je rachète VTT Center, en fait. Donc, on démarre, on reloupe le magasin, ça en avait besoin, on redémarre et on relance, on met du stock, on remet toutes les marques, on fait seul, puisqu'ils étaient revendeurs seuls, et ça redémarre à fond, quoi. Donc, ça dure donc jusqu'à 2004. Et c'était dans une ancienne gare de marchandises de la SNCF. En 2004, on est gentiment remercié par la SNCF, ils nous virent. On trouve un local en face, on rachète le local, on s'installe, et là, on fusionne les deux magasins en une seule société, donc, puisqu'on avait gardé Mountain hmm, Biker et VTT Center. Et là, ça devient Mountain Biker Versailles et Mountain Biker Paris, ok. que je mets en vente donc en 2009. Et parce que mon projet était de revenir, moi je suis d'origine espagnole, donc je suis né en Espagne et mes parents ont immigré en France quand j'étais tout petit, mais mon épouse était espagnole et notre projet c'était de retourner en Espagne. Donc je prépare moi ma reconversion en proposant à des fournisseurs que je connaissais bien, à qui je travaillais depuis longtemps, de leur développer le marché en Espagne. Et c'est ce que je fais dès 2009 quand je m'installe, quand j'arrive. Et je démarre en 2010 avec plusieurs sociétés françaises. On va faire court, sinon ça va être long. Et je deviens agent commercial euh, en Espagne pour des sociétés au départ françaises. Et après, j'ai eu pas mal j'ai travaillé avec d'autres sociétés anglaises, autres. Et aujourd'hui, je continue cette activité-là. Je suis toujours agent commercial pour des marques de vélo, pour Continental. Et,
Et entre-temps, donc je revends les deux magasins et je rachète un magasin existant ici en Espagne, d'amis à moi qui était en perte de vitesse et plus ou moins en faillite, et qui s'appelle Tactic Bikes. Et je redémarre donc une boutique avec mes enfants, en fait, enfin avec mes enfants, avec toute la famille, mais avec mes enfants qui travaillent dedans, mon fils à l'atelier et ma fille à la vente et à l'administration. Mais toujours en parallèle avec mon activité d'agent commercial. Donc comme ça, je peux être disponible Hmm. et bouger, quoi. Donc on est un premier local où est le magasin. On déménage 4 ans après parce que ce local-là est pas bien foutu. Et ça, c'est fin 2017. Moi, j'en ai vraiment marre d'être derrière le comptoir. Je n'y suis pas tout le temps, mais d'être derrière le comptoir, parce que ça fait quand même beaucoup d'années, hein, depuis 1984. Donc, je décide de fermer, d'arrêter, parce que je suis fatigué de la vente détail, en fait. Mais bon, je réfléchis quand même. J'ai un magasin qui tourne, j'ai du stock, c'est dommage de tout perdre. Donc, je propose à mon fils de prendre la suite et de déménager là où on habite, c'est à 10 km, hein, dans la ville où on habite, le village où on habite. Et donc, mon fils a 24 ans à ce moment-là, donc il dit OK. Donc, on cherche un petit local et il prend la suite. Donc, on fait Tactic Bike Sitges, là où on habite. Mais c'est lui qui s'en occupe, c'est lui qui gère. Donc, je lui donne un coup de main, bien évidemment, au départ. Et, euh, et il travaille tout seul sur un petit magasin de village, quoi. Et, euh, et donc, moi, je continue mon activité d'agent commercial. Je prends quelques petites marques un peu intimistes comme ça en agent. Et puis, je me rends compte que c'est un projet que j'avais un peu dans ma tête de monter une boîte de distribution. Je me rends compte que je peux le faire en distribution plus facilement. Et voilà. Et donc, ça marche bien, ça tourne bien. Là, bah, c'est une année difficile, on va en parler maintenant, hein. Euh, voilà où on en est Ok. aujourd'hui, quoi. Et alors, justement, je voudrais que tu nous dises un petit peu où est-ce qu'on en est en Espagne en termes de, justement, en termes de marché du cycle. On a vu effectivement en France voilà, un marché qui fait un peu le yo-yo, avec de la non-dispo, puis ensuite beaucoup de dispo, peu de stock, puis beaucoup de stock dans les magasins. C'est quoi le statut aujourd'hui en Espagne? Où est-ce qu'on en est là? Alors, en Espagne, c'est un peu la même chose, mais c'est même accentué par le côté plus latin encore que les Français. Parce que, bon, pour situer un petit peu, ici en Espagne, il y a à peu près 3500 magasins en Espagne, Mhm, mais il y a beaucoup de petits magasins. Quand je dis des petits magasins, c'est-à-dire que c'est un magasin avec juste le propriétaire et un mécanicien, par exemple, mhm, qui sont très souvent comment on appelle ça en France, en indépendants en fait, hein, mhm. qui sont des artisans, donc ce ne sont pas des sociétés et qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas une comptabilité, une gestion étudiée, comparée, donc qui vivent au jour le jour. Donc, aujourd'hui on vend, on achète, demain on ne vend pas, on n'achète pas. Donc, et aussi un point important, en Espagne, il n'y a pas de franchise. Il n'y a pas de culture vélo, de véloland, de multicycle et compagnie. Parce que Donc si on c'est regarde que un petit des peu le indépendants pour l'instant. panorama, c'est que des indépendants. C'est en train de changer un petit peu, mais c'est principalement des indépendants. Si on regarde le panorama des magasins en France aujourd'hui, si tu prends n'importe quelle ville moyenne de province, il y a quasiment toujours un franchisé Mhm, qui est un peu le gros magasin du coin. C'est un culture vélo, c'est un véloland, c'est un multicycle, j'oublie les autres. Il y a des réseaux comme les réseaux cyclables qui sont énormes, enfin énormes, qui sont importants. Il y a des réseaux comme euh, euh, les, ceux de Peugeot, là je ne me rappelle plus le nom, les vélos oxygène, mhm. voilà. Ça en Espagne, ça n'existe pas. En Espagne, il y a une seule enseigne qui est un peu copiée sur les franchises françaises, mais à un niveau un peu différent, qui s'appelle BC Market. Ils ont à peu près 140 adhérents, si je ne me trompe pas, avec 4 niveaux d'engagement. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'il y a en Mhm. France. Donc en Ok. France, en Espagne, on n'a vraiment que des indépendants. Aujourd'hui, il y a quelques groupes
qui sont en train de se créer et qui rachètent des magasins, hein. Il y a Escapa, Mammouth et quelques-uns autres qui sont souvent avec des gens qui viennent d'autres secteurs, notamment Escapa, c'est un groupe automobile qui a beaucoup de moyens, bien évidemment. Ils ont 150 concessions automobiles, je crois qu'ils travaillent quasiment toutes les marques. Donc, ils ont mis beaucoup d'argent. Ils sont en train de racheter des magasins références un peu partout et de créer des gros magasins. J'étais la semaine dernière à Madrid en visite et j'ai été voir le magasin qu'ils ont ouvert au mois d'août l'année dernière, qui est impressionnant, 3000 mètres carrés. 3000 mètres carrés. C'est une cathédrale, c'est magnifique, mais je pense que, à mon point de vue et ma manière de voir le marché, c'est pas l'avenir, je pense pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a toujours la place pour des petits magasins, des moyens magasins, parce que c'est des passionnés, parce que c'est des gens qui connaissent leurs clients, qui sont toujours sur leur vélo, qui sont toujours à la pointe des nouveautés et tout ça. Dans les magasins comme ça reste des salariés avec des référencements. Hmm. Qui Moi, mouille je vois, pas, je travaille. qui mouille peut-être pas le maillot, quoi. Exactement, En tout cas, pas exactement. autant. Donc voilà, en Espagne, on a le panorama, c'est des petits magasins et des moyens magasins Hmm. qui, qui ont bien évidemment un peu fait les mêmes bêtises qui ont été faites en France et ailleurs, pas moins en France, mais dans d'autres endroits. C'était ils ont acheté, ils ont commandé et acheté beaucoup trop. Hmm. Là, je mets beaucoup en cause les marques, hein, les distributeurs n'ont pas été prudents non plus. Ils ont trop commandé, ils ont trop insisté sur le fait à faire commander plus à leurs clients en leur disant oui, mais si tu ne commandes pas de vélo, tu n'en auras pas. Et là où ils n'ont pas été prudents, c'est que quand tu as un revendeur qui a un potentiel de 100 vélos, parce que tu as, ton historique, tu as ses achats depuis plusieurs années, s'il a un potentiel de 100 vélos, il t'en commande 200, tu devrais lui dire non, non, écoute, sois raisonnable, prends 20% de plus, commande-en 120, mais pas 200, pas le double, parce que tu n'as pas la capacité de vendre ces vélos-là. C'est un petit peu là où tout le monde a pêché, en fait. C'est là où tout le monde a, a fait la même erreur, c'est ils se sont imaginés que l'embellie qu'on a eue en 2020 et 2021, c'était l'avenir. Mais non, ben non, bien évidemment, ça ne pouvait pas. C'était un pic et ça allait redescendre, c'est évident. Il y a plein de gens qui sont venus à la discipline, qui ont acheté des vélos, mais qui aujourd'hui, les vélos, ils sont dans un garage, ils ne s'en servent pas, quoi. Hmm. Mais Donc, à l'époque, voilà. Manu, à l'époque, on avait quand même, donc à l'époque, hein, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, hein, c'était il n'y a même pas 2 ans, Ouais. on avait quand même cette espèce d'enthousiasme. Non, mais ça y est, enfin les gens se mettent au vélo, quoi. On n'avait pas forcément trop le recul de se dire, évidemment, hein, enfin, il y a, il y a peut-être, enfin, il y a des gens qui voyaient un petit peu clair et qui étaient assez réservés, mais est-ce qu'on pouvait pas quand même légitimement se dire, non, mais enfin c'est le jour du vélo, quoi. Enfin, ça y est, Alors, les gens prennent conscience que le vélo, c'est un peu, ça y est, c'est l'avenir, quoi. un petit peu, mais la différence par rapport à la France, c'est que ici, le vélo, c'est le sport, principalement. Hmm. Le vélo déplacement, le commuteur, le vélo urbain, on n'y est pas encore. Ça commence. Hmm. Euh, je reviens sur Madrid. La semaine dernière, j'étais à Madrid. À Madrid, tu ne vois pas un vélo dans la rue. Tu ne vois pas un cycliste dans la rue. Hmm. J'étais en visite avec Bertrand Briouat de Five, parce que je suis distributeur des grands Five pour l'Espagne. Donc, on était visiter des magasins et on était dans le véhicule avec notre commercial du terrain sur place. Et on regardait justement, on était sur les avenues dans Madrid et on a compté combien de vélos on a vus. Hmm. En 2 jours, on a dû voir même pas 10 vélos en ville. Alors après, il y a des villes où c'est différent. À Barcelone, c'est différent. Dans le nord, le Pays Basque, c'est différent. Mais on n'est pas au niveau de la France. On n'est pas au niveau, bien évidemment, de nos voisins allemands, des Pays-Bas, de la Belgique, d'autres. Ici, le vélo, c'est sportif. Le gars qui fait du vélo, soit il fait du VTT, soit il fait de la route, soit souvent il fait les deux. Ça, c'est ce qui est pas mal en Espagne, c'est qu'il n'y a pas la guerre qu'il y a souvent en France, Hmm. même si c'est en train de changer, entre les routiers purs et durs et
et les excités du VTT pur et dur comme on peut être nous. Non, ici, on est cycliste. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont un VAE, enfin un VTT électrique enduro, ils ont un super vélo de route, ils ont un cross-country tout suspendu et ils pratiquent de tout, quoi. Et aujourd'hui, ils s'achètent un gravel aussi, quoi. Donc ici, le vélo, c'est sportif. Donc, par contre, il y a un prix moyen très élevé. On a d'ailleurs, en 2021, en Espagne, la progression en vente de vélos électriques la plus importante et le prix moyen le plus important d'Europe. Qui est? Pourquoi? Parce que la majorité, je ne l'ai plus en tête, hein, les ventes, c'est 241 000, je crois, si je ne me trompe pas, mais je n'ai plus les chiffres en tête. Il y a des stats là-dessus. Il y a l'équivalent de Sport Eco en Espagne qui s'appelle Trad Bike et ils sortent des chiffres et des statistiques là-dessus. Et donc, le, le marché du vélo électrique en Espagne, c'est le VTT. C'est le VTT. Donc, bien évidemment, le prix, il est élevé parce que des VTT urbains électriques, ça en vend un petit peu, bien évidemment, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'il y a en France aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'aide fiscale. On a des politiciens, malheureusement, qui n'ont pas grand-chose dans la tête. Ils ne se rendent pas compte que donner de l'argent, ça peut en générer plus. Parce que si tu donnes une prime fiscale de 500 euros à ton consommateur, tu vas générer beaucoup plus de TVA avec l'achat du vélo, l'entretien, les accessoires et tout dans l'année qui va suivre que les 500 euros que tu viens de les donner. Mais bon, ça, il faut réfléchir un peu pour faire ça, quoi. Donc, ça viendra. On est toujours un peu en retard, hein. Le vélo électrique, on a démarré plus tard que la France. Je prends toujours la référence de la France, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, où on est en retard par rapport à l'Allemagne, bien évidemment. Euh, mais quand ça démarre ici, c'est le côté latin, ça démarre à fond. Okay. Donc le VTT électrique, ça a mis du temps à démarrer, mais aujourd'hui, c'est l'explosion. C'est l'explosion. Là, on va sûrement commencer à arriver à un marché qui va se réguler un petit peu, mais depuis 5 ans, on a une progression à deux chiffres des ventes. Donc, Okay. c'est un marché très, très dynamique. Et du coup, cette progression à deux chiffres, il y a eu un impact, un effet post-Covid, du coup, par rapport à ça. C'est quoi, ça a été quoi la progression, pardon, de cette évolution dans les 2 dernières années là? Alors donc, oui, comme tu disais tout à l'heure, ça va amener beaucoup de pratiquants au vélo. Oui, ça l'a fait, mais il y a eu après le retour, quoi. Mm. Pour l'anecdote, le jour où ici on a eu le droit de sortir dans les collines en vélo, c'était les Champs-Élysées, quoi. C'était impressionnant. Nous, avec mon fils, on a été roulés, on a pris des singles où il n'y a jamais personne. Il n'y a que les excités du VTT électrique comme nous qui passent. Et ce jour-là, c'était un samedi, on croisait des gens en train de courir avec leurs chiens, alors que tu vois jamais personne. Après, au bout de quelques mois, bah, c'est retombé, quoi. Mm. Bien évidemment, il n'y avait plus autant de monde. Puis après, tu retrouves les habituels, quoi. Mais ce qui fait que la mayonnaise est retombée, c'est qu'il n'y a pas le marché urbain. S'il y avait le marché urbain, il y aurait D'accord. beaucoup plus de gens qui continueraient à faire du vélo. Alors, bien évidemment, il y a eu plus de pratiquants, c'est évident, mais le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que les gens ont pensé que c'était définitif et ont acheté, ont acheté, ont acheté, ont acheté, ont acheté. Et qu'est-ce qui s'est passé? 2022, ça a commencé à se calmer. Et puis la fin 2022, c'était la catastrophe, quoi. Le Mm. dernier trimestre de 2022, il y a eu un coup de frein terrible, mais vraiment terrible. Et le premier trimestre 2023, c'est la catastrophe. Aujourd'hui, la situation, elle est que les magasins sont asphyxiés de stock avec leurs vélos. Parce qu'ici, il y a le phénomène qu'un magasin, il considère qu'il doit vendre beaucoup de vélos. Et après, s'il vend un peu d'accessoires, tant mieux. Mais il mise beaucoup sur le vélo. Beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le vélo. Alors après, en vendant avec de la remise, en faisant cadeau ici, je pense que très souvent, c'est ce que j'expliquais, c'est le côté latin, c'est ils vivent au jour le jour. J'ai vendu un vélo à 3 000 euros, oui, mais combien tu as gagné? Ce qui est important, c'est combien il te reste. C'est pas que tu as vendu un vélo à 3 000 euros. Voilà, combien il te reste, combien tu as gagné, c'est ce qui est important. Mm. C'est pas ce que tu as vendu. C'est un prix public TTC. Mm. Donc, ce qui est important, c'est ce qui te reste, quoi. Donc, c'est un peu ce que je disais,
il manque un peu de professionnalisme. Ça change, ça vient. Moi, Mm. j'ai des clients qui sont des petits magasins, des magasins moyens, mais qui sont très pros, très organisés. Mm. Et puis après, il y en a d'autres, c'est comme je disais, ils vivent au jour le jour, quoi. Mais c'est quand même un marché très dynamique, très Ok. dynamique. Alors, est-ce qu'il y a eu de la casse un peu justement fin 2022, fin 2022, début 2023? Est-ce qu'il y a des gens qui justement étaient Oui, un peu trop amateurs dans leur gestion et qui ont pas passé le cut? oui, oui, il y a quelques fermetures. Il y a des magasins qui sont dans le dur. On commence à avoir. Nous, on a, jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu d'impayé parce que c'est des petits montants. On est un petit qui démarre, on a 2 ans d'activité, on vend, Hmm. on a 14 marques, mais les gens ne nous achètent pas toutes les marques, hein. On n'est pas un fournisseur incontournable chez qui tu achètes toutes les semaines, bien évidemment. On a des produits pas incontournables, mais uniques que les gens ne peuvent acheter que chez nous. Donc, c'est ce qui nous fait, on a à peu près 500 clients actifs. Mhm. C'est ce qui nous fait travailler tous les jours et envoyer des colis tous les jours. Mais c'est des petits montants, c'est des petites factures, à part les gros clients qu'on a qui ont des factures plus importantes. Mais donc, on n'a jamais eu d'impayé jusqu'à maintenant, un ou deux retards, mais ont toujours été régularisés. On commence à avoir des rejets de règlement par la banque, pas beaucoup, hein, et on en a eu ces dernières semaines 2 ou 3. Donc c'est un signe que les magasins commencent à être dans le dur. Donc ils ont beaucoup de stocks de vélos et il faut les payer. Et malheureusement, ce qui se passe, c'est que ils n'ont pas vendu encore tous leurs vélos 2022. Hmm. Et ce qui se passe, c'est que les gros magasins ont énormément beaucoup de stocks. Les gros distributeurs ont énormément de stocks, donc il y a des rabais et des remises impressionnantes. Ouais. Alors Impressionnantes. effectivement, on voit qu'il y a des magasins en Espagne, des magasins de vente en ligne, hein, où c'est directement sur le site, quoi. Oui, oui, oui. Et ça, Ouais, c'est c'est des qu'il y a magasins trop aussi de qui stocks. sont capables de vendre en France. Ah oui, bah c'est clair, hein, Mm. les sites internet. Alors, je ne sais pas s'ils vendent du vélo en ligne en France. Je pense qu'il doit y en avoir, Oui, sûrement, oui, bien sûr, ouais. sûrement, hein, Mm. parce qu'aujourd'hui, les gens achètent beaucoup plus facilement en ligne les vélos qu'il y a quelques années, où ils préféraient quand même le voir et le toucher. Mais aujourd'hui, c'est en train de changer. Mais oui, oui, il y a quelques gros acteurs espagnols qui, qui, qui vendent beaucoup de vélos, Mm. et qui Ouais. font des gros rabais parce ils ont beaucoup de stock. Mm. Ils ont beaucoup de stock. Ok. J'entendais des patrons de magasins me dire, bon, bah là, on serre un peu les fesses et on a hâte de voir les beaux jours arriver, le printemps. Est-ce que tu penses enfin, que ça va, combien de temps est-ce que tu penses que ça va durer et comment ça va se résoudre tout ça? Alors, bon, ça va se résoudre comme toujours, hein. Des crises, moi j'en ai connu d'autres, hein. C'est pas la première, peut-être pas aussi grosse. Je pense que c'est la première fois que je connais une situation aussi compliquée dans ma Mhm. carrière. Ça se résoudra bien évidemment. Ça va être long, ça va être long. Je pense que l'année 2023 va être très difficile. Ça va être très difficile. Moi, je travaille pour plusieurs marques de vélos. Et là, on a les programmations qui ont été faites avec les cadencements. Et là, quand les vélos arrivent, les propositions d'envoi arrivent, les magasins me disent non, non, envoie pas. Envoie pas. Je ne peux pas les prendre, je ne peux pas pouvoir les payer, donc on n'envoie pas. Donc, bon, il faut s'adapter. Moi, c'est ce que je dis Mhm. aux gens de la marque. Ils ne sont pas contents, bien évidemment, mais je dis, mais qu'est-ce que vous préférez? Euh, il faut patienter, faut s'adapter, il faut aider, il faut accompagner nos détaillants, ou préférer tout perdre, parce que on est en une situation qui est compliquée et elle Mhm. n'est pas en Espagne, elle est européenne, elle est partout pareil, elle est Oui. différente selon les pays, c'est bien évident, mais on est obligé de faire avec, hein. Oui. Donc Sachant que, ça va être long, ça va être long. ouais. Si les marques, on en a discuté un peu avec Thierry Gracia, du coup, de Beria. Oui, Euh, Thierry nous disait, bah voilà, effectivement, il y a des marques qui jouent plus ou moins bien le jeu. Aujourd'hui, une marque qui comprend pas, et après, on peut se mettre aussi à la place des marques, mais il faut aussi comprendre que le magasin, c'est le dernier maillon de la chaîne, et que si les magasins tout crèvent à par fait. asphyxie parce que justement les marques poussent trop,
bah, en fait, la marque, finalement, elle aura plus ce contact, elle aura plus ce réseau, elle aura plus cette capacité de distribuer. C'est quoi pour toi l'attitude à adopter pour les marques et est-ce que et de quelle manière est-ce que ça peut être tenable? Bah, comme je disais, hein, faut être patient, il faut accompagner, il faut Mm, aider. Nous, là, on fait des échéances plus longues, proposer on fait des remises supplémentaires ponctuelles et on fait des échéances plus longues pour aider ceux qui voudraient quand même entrer du vélo parce que bah, ils se doutent bien que s'ils en ont pas, ils vont pas en vendre pour les inciter à prendre du stock en fait mm, en leur proposant des échéances jusqu'à 120 jours en fait. Et voilà, et puis il faut être patient. Il n'y a pas autre chose, mm, quoi. Mais le problème, c'est qu'il faut que le stock 2022, qui est très important, disparaisse. mm. Tant que ce stock-là ne sera pas disparu des magasins, ce qu'ils ont acheté, et des entrepôts des distributeurs, ça va être, c'est le poisson qui se mord la queue Ouais. parce que les 2023 sont là. Euh, il faut bien sortir les 2022 pour Mm. vendre les 2023. Surtout que c'est Donc, une année où il n'y a pas non plus des révolutions technologiques, il n'y a pas des grosses modifications. Il y a beaucoup de marques qui ont fait juste un petit peu de cosmétiques et, euh, et qui ont renouvelé leur gamme, quoi. mm, Donc, il faut être patient, il n'y a pas autre chose. Il faut ouais. être patient, quoi. Alors, faut être patient et en même temps, tout ça crée un peu un effet bouchon. Donc, il y a eu voilà, un gros appel d'air en 2020, 2020-2021 avec justement bah, beaucoup de demandes et peu de finalement de stock. Maintenant, on arrive à un moment où il y a énormément de stock, donc les magasins sont full et peu de demandes. Et ça, du coup, ça se répercute sur toute la chaîne. Oui. Ensuite, sur 2000, bah voilà, sur 2023, voire même peut-être 2024, est-ce que du coup, ça peut pas recréer un effet bouchon, exactement comme ça se fait sur les autoroutes, de bon bah ok, du coup, on va produire beaucoup moins en 2023. euh, et du coup, on va avoir beaucoup moins de stock disponible une fois que les gammes 2022-2023 seront écoulées. C'est quoi pour toi la suite de ça? Comment ça peut évoluer? C'est très difficile à imaginer parce qu'on ne Hmm. sait pas ce qui nous attend. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est s'il y a une crise économique importante, on est beaucoup plus touché ici, dans les pays du Sud, parce que bah, le pouvoir d'achat n'est pas le même. Le salaire moyen en Espagne, ce n'est pas le salaire moyen de l'Allemand. Hmm. Donc, le vélo de 5 000 euros, il coûte 5 000 euros en Espagne, il coûte 5 000 euros en Allemagne. Mais pour un Allemand, s'acheter un vélo de 5 000 euros, ce n'est pas la même chose que pour un Espagnol, bien évidemment. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu une inflation de la vie courante énorme ici. La nourriture, tous produits de consommation courante, l'électricité, le carburant, enfin tout a flambé, les prix sont délirants. Et bien évidemment, bah, le gars qui gagne 1200, 1500 euros par mois, il, il est obligé de faire des efforts. Il y a eu une baisse de la consommation importante, très importante, dans notre secteur, hein, je parle enfin, de notre secteur. Euh, les gens achètent moins, consomment moins. Le gars qui doit changer un pneu, bah, peut-être qu'il attend un peu plus, il tire un peu plus sur la corde. Parce que bah, il se dit merde, c'est 50 euros ou c'est 40 euros, Hmm. je vais attendre, je le changerai le mois prochain ou dans 2 mois, dans 3 mois. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Les gens continuent à pratiquer, mais Hmm. ils consomment moins. Ils consomment moins parce que bah, ils ont leur pouvoir d'achat à baisser, quoi. Donc, savoir ce qui se passera, c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas combien de temps durera cette crise-là. Il y a des prix qui baisseront, mais il y en a qui ne baisseront pas parce que c'est souvent le cas. Hein. Il y a des produits qui augmentent et puis le prix reste là, hein, ça reste à ce niveau-là. Mais les salaires, ils augmentent partout beaucoup plus. Donc, bien évidemment, il y a moins à dépenser à la fin du mois, quoi. Hein. Donc, je ne sais pas. Ce que je dis, c'est qu'il faut faire le dos rond, faut être patient, il faut être prudent dans ses achats en tant que distributeur, en tant que fournisseurs et autres. Et puis, il faut être conciliant avec ses clients et faire des efforts. Euh,
aménager des modes de paiement, faire des efforts sur ta marge. Il n'y a pas, y a pas autre chose parce que ce qui manque, c'est la consommation. Tant que la consommation ne reviendra pas, le, le, les ventes ne redémarreront pas. Donc la situation sera très longue à s'assainir, quoi, tant qu'il Et, y aura, il y aura pas de consommation. alors évidemment, personne n'a de, comment dire, de boule de cristal, en tout Oui. cas pas nous, pas toi. Euh, mais si on essayait de se dire, bon, voilà, quelles peuvent être les possibilités? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que ça redémarre? Alors évidemment, il y a plein de choses qui dépendent pas du marché du vélo et qui sont globalement inhérents à un contexte économique global. Euh, Hmm. voilà, inflation, contexte aussi euh, un peu pesant, on va dire, guerre Géopolitique, oui. géopolitique, voilà. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire, selon toi, que ça redémarre? Est-ce que toi tu te dis, bon bah voilà, jusqu'ici il n'y a pas grand-chose, il faut faire le dos rond et attendre. Mais qu'est-ce qu'on attend en fait? Qu'est-ce qu'on, ouais, c'est quoi les déclencheurs qui peuvent faire en sorte que ça redémarre? Euh, bon, bien évidemment, la saison, hein, fera qu'il va y avoir plus d'activités, hein. Ici, le printemps est arrivé, en Espagne, un peu partout. Euh, il y a des gens qui roulent moins l'hiver, donc se remettent à sortir. Dans le magasin de mon fils, on le voit, ça y est, hein, on commence à voir des vélos qui viennent pour un petit entretien, qui n'ont pas vu la lumière de tout l'hiver, hein. Ça se voit, c'est des signes que tu remarques. Mais après, c'est ce que je disais, hein, c'est la consommation. Tant que la, la confiance dans l'économie ne changera pas, euh, la consommation sera au ralenti. Mm. Après, nous, ce qui nous manque en Espagne, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'urbain. Là, il y a quand même il y a un mouvement européen déjà, enfin une, oui, un mouvement, une activité au niveau de l'Europe et au niveau national et au niveau régional qui est en train de démarrer, hein, prise de conscience de que la mobilité, ça va changer. Les centres-villes où tu pourras de moins en moins circuler en véhicule. Bon, déjà, ici, c'est comme à Paris, hein, il y a les zones d'émission, hein, où tu ne peux Mhm. plus rentrer avec des véhicules qui n'ont pas la vignette telle. Là, je reviens sur Madrid où j'étais la semaine dernière, dans vraiment le centre-ville de Madrid, il n'y a plus que des véhicules, des taxis électriques aujourd'hui, hein, Ok, des taxis électriques ou hybrides, hein. Il y a quasiment plus de, à moins que ce soit des résidents qui ont le droit de rentrer dans leur parking, tu n'as plus de véhicules euh, qui ne sont pas avec l'étiquette, je ne sais plus comment elle s'appelle, l'étiquette zéro émission et mhm. l'étiquette verte, là, tu ne peux plus rentrer. D'accord. Donc ça va devenir de plus en plus, ça va s'accentuer partout, dans toutes les grandes villes. Il y a des projets d'investissement pour les pistes cyclables et tout ça un peu partout. Il y a des projets aussi que les livreurs ne puissent plus livrer avec des véhicules thermiques aussi. Donc tout ça, c'est en marche. Mais ça, Mm. c'est des réformes à plusieurs années, Bien hein. sûr, ouais, ouais. Mm. Tant que ça ne sera pas vraiment complètement en place. Aujourd'hui, tu le vois à Paris. À Paris, ils ont vraiment investi là-dessus. Tu vois énormément de vélos maintenant. Ah, ouais. Énormément de vélos J'étais en hier, ville. Des gens se c'était. déplacent en vélo. Mm. C'est impressionnant. Moi, je vais pas très souvent maintenant, je remonte moins souvent en région parisienne, mais quand j'y vais, à chaque fois que j'y vais, chaque année que j'y vais, que j'y vais, je vais au Prodaïs tout le temps, bien sûr, je suis impressionné. Parce que je dis, à Caen chez nous, à Caen chez nous, Mm. à Caen, c'est à Madrid, par exemple. À Barcelone, c'est un petit peu le cas, mais c'est pas à l'échelle, c'est pas à l'échelle de la France, quoi. Ouais. Donc c'est ça, la mobilité, bah, ça va dynamiser le secteur. Bien évidemment, les magasins de vélos en profiteront. Euh, tout ce qui est vélo urbain, tout ce qui est cargo bike et tout ça, ça va exploser dans les années qui viennent, c'est évident, c'est l'avenir. Euh, J'imagine que peut-être dans 10 ans, peut-être même moins,
il n'y aura plus de véhicules dans les centres-villes, dans les grandes villes. Il n'y aura plus que des voitures autonomes électriques en partage. Là, tu auras ton application, tu ouvriras ton application, soit tu auras un abonnement mensuel ou à l'année, soit tu paieras à la course et tu appelleras un véhicule qui viendra te chercher en bas de chez toi et qui t'emmènera là où tu as géolocalisé où tu vas aller. C'est l'avenir. Hmm. Je pense que dans 10 ans, on y sera, quoi. Et il y aura des vélos. Il y aura ça et il y aura des vélos. Des vélos sous toutes leurs formes, bien évidemment. Hmm. Des formes qu'on n'imagine peut-être pas aujourd'hui qui vont s'inventer, mais des vélos à deux roues, des vélos à trois roues, des vélos à quatre roues, des vélos cargo, des vélos où tu pourras monter à plusieurs personnes. Je ne sais pas, j'imagine, mais c'est sûr, D'accord. on y va, Et on y va. est-ce que justement il y a des marques aujourd'hui, des marques de vélos particulièrement innovantes ou présentes qui portent un peu l'industrie en France, hein, bon, on a quelques exemples, hein, on a des très belles Ouais. réussites avec des moustaches, avec des marques qui sont un peu plus récentes, qui se montent, avec bah, Ultima, pour ne citer que, mais il y a plein de choses qui se mettent en route. Qu'est-ce qui se passe en Espagne? C'est quoi les références? C'est quoi les marques qu'il faut avoir en tête pour vraiment se dire, ouais, enfin, suivons ces gens-là, on va en entendre parler. Alors en Espagne, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, ici c'est le sport. Ouais. Le vélo, c'est le sport. Mm. Que ce soit route, VTT, gravel ou autre, c'est le sport. Donc des marques un peu références espagnoles, il y en a, hein, des gens qui ont très bien fait les choses depuis pas mal d'années, comme peuvent être Orbea, comme sont Mondraker, Mm. dont vous avez parlé avec Gracia. Euh, mais ça reste le sport. Ça reste le sport Beria, hein, Ouais. qui arrive en France, Megamo, qui progresse, qui ont des belles gammes. Mm. Mais si tu regardes, ça reste le sport. Ça Ok. reste le sport, ça Ouais. reste la route, ça reste le VTT dans toutes ces familles, ça reste le gravel D'accord. principalement. Mondraker vient de présenter leur premier Oui. gravel électrique. Mm. C'est une discipline où ils n'étaient pas, ils y vont. Eux, ils sont vraiment tout terrain uniquement. Jusqu'à maintenant, ils étaient vraiment que Gravity. Ils ont démarré avec le cross-country il y a quelques années avec pas mal de succès. Euh, voilà, l'Espagne, pour l'instant, c'est ça. Après, il y a que petites marques artisanales qui sont en train de sortir, mais qui restent aussi toujours du sport. Il y a Angel qui sont des pionniers pratiquants du VTT comme moi et qui ont créé leur marque avec du cadre en titane, fait maison, tout ça. Il y a une nouvelle marque là qui sort, un jeune que je connais à Barcelone qui s'appelle Guava, si je ne me trompe pas, qui viennent de présenter, ils ont un business angel qui est un ancien joueur de football très connu, qui a mis de l'argent dedans. Et ils viennent de présenter leur gamme de gravel. Là, voilà, il y a des petites initiatives comme ça, mais on reste toujours dans le sport. On reste toujours dans le sport. Ok. Il y a pas de mobilité. On n'est pas Mm. dans la mobilité. Pas Ok. encore. Pas encore. Ok. Donc, ouais, très sport. Donc là, on a entendu quelques marques. Tu parlais aussi donc du fait que les réseaux de magasins se structurent. Euh, du coup, ce que ça m'évoque, c'est que c'est que des indépendants. Donc toi, en termes d'agent commercial, il faut que tu ailles voir chaque magasin avec ton petit bâton de pèlerin. Et en gros, potentiellement, tu vas voir les 3500. Ce qui est un petit peu différent du coup, alors différent ou pas en France, mais comme on a des réseaux de magasins, c'est peut-être plus facile pour une marque de s'implanter en France. Parce que bah, une fois que tu signes un accord avec une centrale, avec une Oui, enseigne, tout à fait. du coup, tu peux redistribuer, enfin tu peux être présent dans plus de magasins plus facilement avec un tout petit peu moins de travail, même si évidemment le travail du chef de secteur, ça va être d'aller voir tous les magasins et puis de s'assurer que tout va bien. Mais
ce que ça m'évoque quand tu dis ça, enfin quand on se dit ça, c'est est-ce que du coup, euh, une fois que tu t'es implanté en Espagne, est-ce que ça veut dire que tu peux le faire un peu partout, dans la mesure où ben voilà, tu as vraiment cravaché et puis que tu t'es vraiment déchiré pour aller voir tous les magasins. Est-ce que du coup, ça te confère une sorte d'expérience et puis de crédibilité parce que t'as convaincu plein de magasins indépendants. Et, enfin, du coup, qu'est-ce que... Ouais, enfin, je pense que tu as compris la question, mais en gros, est-ce que le fait d'avoir réussi en Espagne te permet d'avoir des bonnes chances de réussir dans d'autres pays? Non, non, je pense que c'est complètement différent, hein. Comme tu disais, aujourd'hui, une marque comme peut être Perrier ou d'autres espagnols s'implanter en France, c'est beaucoup plus facile puisque il suffit d'aller voir trois ou quatre centrales et puis voilà, et tu génères tout de suite une centaine de détaillants, quoi. Hmm, Euh, enfin, de détaillants de points de vente. hmm, Euh, Ici, c'est pas le cas. Comme tu dis, il faut aller taper à toutes les portes. Il faut intéresser parce qu'après, bah, si tu prends une ville moyenne où il y a quatre cinq revendeurs, bah, il y a toujours celui qui fait Specialized, celui qui fait Scott, celui qui fait X marque et qui ne va pas être intéressé par la tienne parce que c'est pas une marque. Tu vas voir dans une ville moyenne où il y a 5 ou 6 magasins, comme je disais, tu vas voir le gars qui fait Specialized en lui proposant ta marque, il va dire bah, moi, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas besoin de ça, hmm, puisque moi, Specialized, je ne le vends pas, on me l'achète, on vient me le demander. Donc, hmm, bon, moi, les marques que je représente, c'est des beaucoup plus petites marques. Donc, bien évidemment, c'est un autre travail. Mais c'est celui qui me plaît, hein, c'est celui qui me convient, parce que moi, je suis très indépendant et je fais les choses à ma manière. Et quand on m'a proposé que j'ai pris certaines marques, c'est moi qui fixe la ligne de route. C'est moi qui fixe, qui dit ce que je veux faire et où on va, quoi. hmm. Bien évidemment, ils veulent des objectifs et autres, mais moi, je les calme tout de suite. Je dis, attends, tu arrives, oui, tu es un distributeur avant avec qui ça s'est pas bien passé et qui t'a vendu que quelques centaines de vélos. Moi, je ne te prétends pas t'en vendre 10 fois plus Hmm. en un an, quoi. Il faut me Ouais. laisser du temps. C'est minimum 3 ans avant qu'on puisse établir une relation durable avec les revendeurs, mais faut 5 ans avant que ça fonctionne bien, quoi, hein. Donc voilà, bon, moi c'est ma manière de faire les choses et, bon, ça se passe bien, quoi. Ça se D'accord. passe bien. Ok. Mais mon Ouais. but c'est pas d'aller ailleurs non plus, hein. Hmm. C'est juste travailler sur l'Espagne, quoi, hein. D'accord. Et toi, de ton point de vue, là, si tu regardes un peu le marché français, est-ce que tu vois des différences par rapport à ce qui se passe, par rapport à comment ça va se passer, les marques? Enfin, est-ce qu'il y a des choses où maintenant, vu un peu de l'extérieur, est-ce qu'il y a des trucs qui te marquent, qui te choquent, où tu te dis, attendez les gars, enfin, je sais pas, est-ce que voilà, un étonnement, est-ce qu'il y a des trucs comme ça ou pas? Alors moi, il y a une chose qui m'a surpris parce que petit aparté, j'ai travaillé aussi pour une marque de roues espagnole de Barcelone, qui s'appelle Progress, pendant 6 ans. 6 ans, ouais, en France, en fait. Voilà, j'ai fait l'Europe d'Azur, le salon, 4 années de suite. J'ai fait les Pro Days 2 années de suite. J'ai été tourné, j'ai été visiter des magasins en région parisienne, dans le sud-est, sur la Côte d'Azur et tout. Ce qui m'a choqué, euh, déjà, pour revenir un peu à ce que je disais avant, il y a de moins en moins de magasins indépendants. Hmm. Quand je dis indépendants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas défranchisés. Euh, Moi, dans mes visites, j'allais voir bien évidemment les franchisés aussi, parce que il y en a qui jouent le jeu et qui achètent hors référencement. Mais c'est pas simple. C'est pas simple. Très souvent, ils disaient ah ben non, 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 moi, j'achète les roues qui sont référencées. Mavic, DT Suisse, Focrum, je ne sais plus ce qu'il y avait. Voilà, j'achète pas autre chose. Mais ce qui m'a choqué, souvent, c'est que j'ai eu des réponses en me disant, ben non, les roues, on n'en vend plus aujourd'hui. Les gens, ils achètent sur Internet. Des réflexions comme ça. Et remarquer des magasins où il y a de moins en moins d'accessoires. Hmm.
Et la réaction, c'est de leur dire, bah oui, mais c'est normal que tu ne vendes pas d'accessoires. Tu n'en as pas. Comment veux-tu faire rêver tes clients si tu n'as pas d'accessoires? Mm. Oui, mais de toute façon, avec les prix qu'il y a sur Internet, on ne peut pas lutter. Bah oui, mais il faut peut-être trouver un équilibre, il faut peut-être réfléchir un peu, peut-être chercher des marques qui sont moins bagarrées, euh, peut-être faire un prix moyen en ayant peut-être un peu moins de marge, mais continuer à vendre. Parce que le problème, c'est qu'une fois que tu as vendu le vélo, bah, tu envoies tes clients ailleurs, quoi, puisque toi, tu leur offres pas le reste. Mm. C'est ce qui m'a un peu choqué, qu'il y avait de moins en moins d'accessoires dans les magasins. Mm. Et souvent, les gens, les détaillants, avaient baissé les bras en disant, bah non, de toute façon, je ne veux plus vendre de rouge, je ne veux plus vendre de scie, je ne veux plus vendre de fourche, parce que les gens les achètent sur Internet. C'est vrai, oui. Moi, j'ai connu les années, quand il n'y avait pas Internet, où on vendait des centaines de fourches par an. Déjà, c'était surtout dû au fait que les vélos étaient moins bien équipés, donc les gens amélioraient leur vélo en Mm. mettant une fourche d'une meilleure qualité. Mais c'était aussi parce que bah, c'était vendu chez les détaillants principalement. Mm. Aujourd'hui, bien évidemment, tu ne vends pas des fourches comme tu en vendais à l'époque, mais si tu abandonnes, tu baisses les bras et tu ne vends plus de fourches parce que tu te dis de toute manière, je serai toujours plus cher qu'Internet. Oui, donc voilà, aujourd'hui, Internet, c'est incontournable, hein, Mm. c'est comme si tu avais 10 concurrents en face, mais il faut analyser, faut s'adapter. Il faut s'adapter. Mm. Il faut essayer, comme je disais, trouver des produits différents, des marques qui sont moins bagarrées, qui sont plus protégées, euh, surveillées, on va dire, parce qu'on n'a pas le droit d'imposer les prix. Hein. Enfin, on ne va pas se mettre mal avec la répression des fraudes, euh, de la concurrence. Mais voilà, c'est ce qui m'a un peu choqué Mm. en France. Il y a beaucoup de détaillants qui sont négatifs, qui ont baissé les bras, quoi. Et Et je veux dire, pourtant, le commerce, moi, comme j'ai dit, depuis 84, j'étais derrière un comptoir, le commerce, c'est pas figé, c'est en perpétuelle évolution. Ce mm. que tu faisais hier, tu ne le feras pas aujourd'hui, tu ne le feras pas demain. Il faut s'adapter. Aujourd'hui, il faut avoir des ateliers de plus en plus performants, de plus en plus techniques, faire des services payants, professionnels payants de plus en plus techniques, bah, les suspensions bien évidemment, les moteurs. Les moteurs, c'est un marché énorme Mm. parce que tant que c'est en garantie, tu envoies au service technique. Mais aujourd'hui, on est dans une phase où on est sur de la réparation, sur de l'entretien et de la réparation. Donc, le magasin qui se spécialise et qui se euh, forme et qui est équipé pour faire l'entretien de différentes marques de moteurs, c'est un vrai business. Mm. Voilà, il ouvre le moteur, il fait un entretien, il change des pièces, il change les roulements, et c'est un service payant. Si on analyse, moi j'ai travaillé 10 ans dans la moto. Quand j'ai travaillé dans la moto, c'était l'artisanat comme on est dans le vélo. C'est-à-dire qu'on ne gagnait pas d'argent avec l'atelier. Mm. On gagnait de l'argent en vendant des motos. Aujourd'hui, un magasin de moto, il ne gagne pas d'argent en vendant des motos. Il gagne très peu. Il gagne de l'argent avec l'atelier. C'est comme dans l'automobile. Une concession automobile, quand ils ont vendu une voiture, ils gagnent les rappels de fin d'année, les bonus de ci, ils ont une marge ridicule. Mais par contre, leur client, il est captif. Quand il doit venir à la première révision, à la deuxième révision, quand il doit faire ses entretiens obligatoires, et là, il gagne de l'argent. Et c'est là où il faut qu'on aille dans notre milieu. Aujourd'hui, on est encore trop, surtout ici en Espagne, trop fixé sur la vente de vélo. Il faut vendre du vélo, il faut vendre Mm. du vélo, il faut vendre du vélo. Et c'est là où on gagne de l'argent. Demain, on gagnera plus d'argent sur les entretiens, sur l'atelier que sur la vente des vélos, c'est évident. Ok. C'est une évolution logique, comme ça a été dans d'autres domaines. Oui, sachant qu'on ne peut pas lutter, enfin, il n'est pas souhaitable de lutter contre le e-commerce puisque c'est la nature des choses, ça apporte de la facilité. Enfin bon, bah, on va pas refaire le topo du e-commerce, mais là où le magasin, lui, peut tirer son épingle du jeu, c'est justement sur ce que ne fait pas le e-commerce, à savoir le conseil. Sûr. Même si évidemment, Mm. bah, il y a de plus en plus de conseils dans le e-commerce avec des services clients performants. Mais aujourd'hui, on est bien rendu compte avec cette période Covid, mais c'est qu'on a besoin de contact, on a besoin de toucher du matériel, on a besoin d'avoir du relationnel avec des humains, avec des gens avec qui on peut échanger, voire échanger de la passion. Et ça me fait revenir, en fait, si tu veux, à
à cette époque mountain biker, quoi. C'est voir, toucher le matériel, c'est c'est voir ces rayons, ces pièces, pouvoir les toucher. Enfin, je sais pas, enfin, je sais pas pour toi, mais moi, quand je vois un beau vélo, je peux pas m'empêcher de le toucher. Je prends le guidon, je touche les freins. Enfin, tu vois, c'est quelque chose comme ça. Et c'est vrai que pour revenir à ce que tu disais, bah, le type qui vend, enfin, le magasin qui vend pas de fourches, de roues, de pièces, bah, c'est sûr qu'il laisse de la place au e-commerce parce que si tu essayes de calquer ce que fait le e-commerce en étant un magasin physique, bah, tu es un peu, à mon avis, à côté. Et j'ai pas beaucoup d'exemples effectivement de beaux magasins dans lesquels il y a vraiment un truc de passion, de pièces, de montage. Je sais pas si tu as. Alors, j'ai croisé au salon de Lyon, donc Chris, de Chris Bike à Dijon, qui est un. Je ne connais pas le magasin, mais j'en ai entendu parler. Ouais. Ouais, bah en fait, c'est un magasin qui est superbe parce qu'en fait, il s'est monté déjà il y a moins de 5 ans, je crois que c'était il y a 3 ans, euh, où je ne sais plus exactement, désolé Chris, si j'ai pas le bon souvenir, mais on s'est parlé. Et en fait, Chris m'expliquait que bah, c'est un magasin dans lequel il fait beaucoup de montage à la carte, avec bah, en gros du vélo ultra personnalisé. Euh, et vraiment, je crois qu'il y a il y a encore peu de magasins comme ça, et s'il y en a, je vous invite à me le dire, à vous manifester. Mais il y a de moins en moins, j'ai l'impression, de magasins dans lesquels tu peux véritablement créer ton propre vélo avec tes belles pièces, euh, avec cet aspect passion, beau matos, service. Et encore une fois, peut-être que j'ai pas tout le scope, mais avec le développement des enseignes, avec tout ça, j'ai l'impression qu'il y a de moins de magasins qui font voilà, du vélo vraiment passion, personnalisé, euh, unique, quoi. Voilà. Ouais, et ça, je trouve, c'est un peu dommage, mais encore une fois, j'ai pas tout le scope, j'ai pas toute la visibilité. Mais voilà, juste pour citer des exemples comme Chris Bike à Dijon, avec une approche très pointue, très percutante sur les réseaux sociaux, avec du TikTok, avec de la visibilité, avec des belles images, et une identité propre qui fait qu'évidemment on le remarque même en dehors du périmètre de Dijon, là où est le magasin, quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est clair que la spécialisation, comme ça, le, le magasin Passion, comme tu expliquais, que tu as connu, que j'ai eu, créer une communauté, accompagner tes clients, euh, des gens quand ils sont bien dans un endroit, cette communauté, ils sont consommateurs, bien évidemment, peut-être qu'ils achèteront à droite, à gauche de temps en temps, mais ils auront plus tendance à aller systématiquement chez leur revendeur, quoi. Après, le côté montage à la carte et tout. Moi, j'ai un très bon client dans un bled paumé de Cantabrie, hein, dans le nord de l'Espagne, qui s'appelle North Spain MTB. C'est des passionnés, ils sont trois, il y a deux frères et un mécanicien. Ils font que du VTT, que des marques de prestige. Ils font Rocky Mountain, ils font Norco, ils font Transition, ils font Yeti. Beaucoup de montage à la carte, énormément de montage à la carte. Et quand tu vas là-bas, tu te dis, mais qui vient ici? C'est dans un bled paumé où il y a 100 maisons. Mais le gars, il est connu partout, dans toute l'Espagne, quoi. Ils vendent, bien évidemment, par correspondance facilement un peu partout. Les gens viennent, mais c'est des passionnés et surtout, ils font beaucoup de montage à la carte. Et comme il dit, bah, nous, on prend un vélo de série et le gars, il choisit, il dit ce qu'il veut. Il veut ce modèle de fourche, il veut cet amortisseur, ses roues, cette montre de pneus, ce cintre potence. Font vraiment du montage à gamme. Et ils vendent, je t'invite à aller sur leur Instagram et regarder des photos de ce qu'ils postent. Moi, je leur vends du Rocky et c'est mon meilleur client, bien évidemment. Et ils vendent que du haut de gamme, que du haut de gamme, que du haut de gamme. C'est incroyable, quoi. Comme quoi, il y a, il y a la clientèle, il y a les passionnés pour
Mais il faut se cracher dans les mains, quoi, hein. Et, Il faut s'y mettre, hein. et justement, tu dis, il y a la clientèle pour. Est-ce que c'est valable aujourd'hui, malgré le contexte? Est-ce que tu as l'impression le contexte est économique, le fait qu'on doive serrer les fesses, est-ce que c'est valable aussi pour ce haut de gamme, là où les gens ont du pouvoir d'achat et sont potentiellement moins affectés par l'inflation? Bien évidemment, les gens qui ont de l'argent sont moins touchés par la crise. Et les vélos haut de gamme, et je reviens sur ce que je disais, j'ai dit plusieurs fois, ici on est sur du sport et du sport haut de gamme. Quand tu vas un dimanche sur la route et tu vois les groupes de vélos de route qui passent, c'est impressionnant en Espagne. Ici, tu vas dans une rando populaire VTT, tu vois pas un décathlon. Ici, Decathlon, ils sont très implantés en Espagne, mais Decathlon, ils vendent du vélo premier prix principalement en Espagne. C'est en train de changer un petit peu avec les beaux vélos de VTT qui sortent maintenant et les beaux vélos de route qui sortent. Mais je te dis, tu vas sur une rando populaire, tu vois que du vélo de marque, que du vélo de marque, même si c'est des vélos à 700, 800 euros, hein. Mais voilà. Et sur la route, c'est impressionnant. Le panier moyen des vélos de route que tu croises le dimanche dans ta sortie, c'est impressionnant, quoi, hein. Ici, de toute façon, tout le monde est champion du monde, hein. T'es pas promeneur, hein. Et donc, les gens qui ont de l'argent, les vélos haut de gamme, les très chers, ils se vendent. Ils se vendent tous, hein. Ils se vendent tous. Il n'y a pas de problème. Donc du coup, est-ce que on peut en conclure que l'avenir est dans le haut de gamme? Ah, on ne peut pas vivre que de ça, hein, bien évidemment, hein. Non, faut vendre de tout. Après, il y a des magasins qui se spécialisent, bah, c'est leur choix parce que c'est des petites structures. Mais moi, j'ai beaucoup de clients qui ne sont pas tellement affectés par la crise parce que, bah, je te dis, ils sont très pointus, très spécialisés. Ils ont des services techniques pointus. Ils font beaucoup d'entretien de suspension. Ils font des réparations moteurs. Euh, ils font de la personnalisation, ils roulent, ils accompagnent leurs clients, ils roulent avec tous les week-ends. Et ces gars-là, ils, ils disent oui, c'est dur, mais bon, on bosse, on bosse, on bosse. C'est un peu plus calme, mais ils bossent, hein. Ils bossent, ils bossent, ils bossent. J'ai un autre client à Castellón, là, sur la côte méditerranée. C'est deux gars, tout seuls, deux associés. Ils sont tout le temps à bloc, tout le temps à bloc, tout le temps. N'importe quand je les appelle ou ils sont tout le temps débordés et ils bossent énormément. C'est une ville moyenne de province où il y a 5-6 magasins, hein, quand même, hein. Il y a de la concurrence, hein. Ici, c'est la tendance, hein. Une ville de 60 000 habitants, tu as 4 magasins de vélo, hein. C'est une chose qui n'existe pas en France, hein. Ici, le tissu de magasins est très, très important. Et tout le monde travaille. Tout le monde travaille. Hmm, ok, ok. Bon, Manu, là, on commence à avoir On a fait long. un peu On de a fait long, matière, hein. là. On a fait long. Qu'est-ce que, comment est-ce qu'on peut conclure cet épisode après tout ce qu'on s'est dit? Euh, Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi? Qu'est-ce que tu aimerais voir comme initiative, comme belle chose dans les prochaines années? Euh, je sais pas, Alors, cette question est très large, moi, mais comment je vois l'avenir? Bien évidemment, la mobilité qui va exploser, ça on l'a dit, hein, c'est une évidence. Nous, en Espagne, on arrivera toujours un peu plus tard, mais quand ça va démarrer à fond. En plus, on a un pays où le climat se prête à la mobilité. Quand tu imagines je te dis qu'à Madrid, tu ne vois pas un vélo dans la rue, alors qu'à Madrid, il doit pleuvoir 10 jours par an, toi, tu te poses des questions. Comment les gens, ils se déplacent pas en vélo, quoi. Donc on est quand même dans un pays où on a cette qualité, à part le nord, euh, Pays Basque et la Galice et tout ça, où c'est un peu la Bretagne de l'Espagne, où il pleut beaucoup. Le reste de l'Espagne, moi j'habite à côté de Barcelone, je me rappelle pas quand il a plu la dernière fois, quoi. Il pleut pas, il pleut pas. Dimanche, je suis sorti en vélo, il y a des chemins, on se croirait au Maghreb, il y a du fèche-fèche
il y a 3 cm de poussière dans les chemins, quoi. Tu reviens, tu es tout blanc, quoi. Donc, on a vraiment un pays, un climat qui se prête à la mobilité. Donc, ça viendra. Après, le VTT électrique, bien évidemment, le vélo électrique en général, la route, le gravel, ça va exploser aussi. Euh, Moi, j'imagine bien aujourd'hui la tendance en vélo électrique, en VTT électrique, on la voit, elle va sur deux lignes, hein. Le SL, le vélo petite capacité léger, batterie intégrée, c'est il y a des gens qui en achètent parce qu'ils viennent du musculaire et ils se disent, ouais, mais moi je veux un vélo léger, 16 kilos, 17 kilos, 18, c'est bien. Euh, mais après, quand ils prennent goût, ils se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup d'autonomie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils achètent la batterie additionnelle, ils rajoutent 2 kilos sur leur vélo, donc finalement, il fait plus 16 ou 17 kilos. Et après, l'autre tendance, la plus importante, c'est la capacité. C'est beaucoup de batterie. Tout le monde veut du 750, du 800, du 900, du 1000 watts de batterie parce que bah, ça les rassure. Euh, je pense que c'est bien, mais c'est pas non plus la solution parce que aujourd'hui, tu sors pour faire 1 heure et demie de vélo avec ton vélo avec 800 watts de batterie. À quoi ça sert? Tu es en train de trimballer du poids pour rien parce que tu vas pas consommer, tu vas même pas consommer un tiers de la capacité, à moins que tu roules tout le temps en turbo, quoi. Mais tu vas pas consommer un tiers de la capacité de ta batterie. Donc, tu trimbales du poids pour rien, et puis tu endommages ta batterie, parce que quand tu reviens, tu vas la charger, bien évidemment. Donc, moi, je vois bien l'avenir avec, bien évidemment, les VTT électriques vont être de plus en plus légers, parce que les moteurs sont chaque fois plus compacts, les batteries pèsent chaque fois moins. Ça va évoluer. Il y a énormément d'innovation et de recherche sur les batteries électriques, bien évidemment, puisque ça ne concerne pas que le vélo, hein, beaucoup de secteurs. Donc ça va évoluer rapidement. Il y a plein de trucs qui sont en cours. Mais moi, j'imagine bien dans notre secteur, ce qui nous intéresse, une batterie, un vélo avec une batterie modulable, en fait. J'imagine, tu vois, aujourd'hui, tu as l'emplacement où tu mets ta batterie, qui fait, bah, comme on a dit, on va dire aller entre 625 et 900 watts, c'est un peu ce qu'il y a sur le marché. Pourquoi mettre une seule batterie? Pourquoi ne pas en mettre trois? Tu vois? Pourquoi tu ne pourrais pas mettre trois blocs de 330 watts, par exemple, pour avoir 1000 watts de capacité? Tu sors pour la petite sortie du midi, mais juste une batterie, parce que tu sais que tu vas en avoir suffisamment. Tu sors pour un peu plus long, tu mets deux batteries, et tu sors le dimanche avec la grosse sortie avec les copains et tout, où tu vas faire plein de kilomètres, bah, tu mets les trois batteries, ou tu en mets deux sur ton vélo et une dans ton sac. Tu vois. J'imagine bien ça, moi. Et puis, ça peut être le coût aussi, parce que tu peux très bien présenter ton vélo avec une seule batterie. C'est-à-dire que si le vélo vaut 4 990 parce que c'est le prix allez, commercial, tu le vends avec une seule batterie. Et après, c'est des options. Le consommateur, s'il veut acheter la deuxième batterie, il l'achète en option. S'il veut acheter les trois batteries, il l'achète en option. Mais ton prix d'appel, prix de départ, il est avec une batterie. Hein. Et après, les moteurs, aujourd'hui, les SL, ce qu'on appelle la catégorie SL, c'est des petits moteurs de 35 à 60 Nm à peu près en puissance. Euh, donc, c'est suffisant pour un mec qui est fit, qui pédale. Mais pour la grande majorité des gens, c'est pas suffisant. Ils n'ont Hmm. pas suffisamment d'assistance. Donc, même si le vélo pèse moins lourd, donc il est quand même plus facile à emmener, c'est pas suffisant. Le problème, ce qui se passe après, moi je l'ai vu, puisque j'ai eu le cas dans notre groupe, il y a des gens qui sont arrivés avec des vélos SL, et puis bah, rapidement, ils les ont vendus, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas suivre, en fait. Hmm. Parce qu'on Ok. roule quand même à un rythme assez soutenu, et bah, ils ne pouvaient pas suivre D'accord. parce que Ouais, il faut avoir les cannes un il peu, faut quoi. fournir beaucoup plus d'énergie, quoi. Hmm. C'est évident, quoi. Ok. Donc on roule vite, dur, technique et des grandes distances. Donc Hmm. faut avoir le physique. Ok. Ok, Donc voilà, ok. moi je vois l'avenir comme ça. Et puis le gravel. Le Ouais. gravel, c'est une discipline qui est en train d'exploser. Ici en Espagne, ça pousse vraiment très fort partout. Il y a d'événements, plein de manifestations, plein de trucs. Alors, ce que je suis un peu en train de critiquer, si on peut critiquer ce que font les autres dans le gravel, c'est que
c'est que ceux qui commencent à mettre des suspensions, alors si on commence à mettre une fourche, un amortisseur, un pseudo-amortisseur à l'arrière, une tige de selle régulable, demain on a un guidon plat et on a réinventé le VTT, quoi. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, les pneus sont de plus en plus larges aussi. Il Oui, faut savoir ouais, ce ouais. qu'on veut. Mmh. On a des VTT pour faire ça. Moi, je sors, je l'ai dit, en électrique, quand je veux faire du technique, parce que je sors en vélo de cross-country hardtail, quand je veux faire de la distance sur de la piste, je prends 3 ou 4 singles, parce que ici, les singles sont très, très techniques. Et quand je veux faire de la distance, enfin, pas tranquille, mais lisse et voyager, je prends le gravel, quoi. Mmh. Voilà, ça ne sert à rien de réinventer le VTT, quoi. Donc ça, la première chose que je critique. Et la deuxième, c'est ici, en Espagne, je crois qu'en Italie, parce que l'Italie est à fond aussi dans le gravel, ça commence à devenir de la compétition, quoi. Ouais. Je ne pense pas que ça soit l'esprit du gravel. Et Mmh. quand tu vois qu'il y a eu une compétition, je ne sais plus laquelle, où c'est des pros de la route qui viennent avec quasiment des vélos de cyclocross, c'est pas l'esprit du gravel. Donc, si on va vers ça, on est en train de remonter une autre discipline aussi, quoi. OK, C'est clair. OK. C'est Eh bien, cet échange me montre à quel point on peut aller loin en fait dans le sujet, à quel point on peut y passer des heures. oui, Là, c'est ça fait un clair. moment qu'on est ensemble et je pense qu'on pourrait encore rester très très longtemps. Ouais. Je te propose qu'on s'arrête là, sinon on va encore continuer. Oui. Mais mettons une petite conclusion là. Comment est-ce qu'on te trouve sur quel support on te voit, on te suit? Alors, moi, je suis sur le LinkedIn, Hmm. bien sûr, hein, comme Ouais, Manuel Medina commercial. Après, sur Instagram, j'ai plusieurs profils, hein. J'ai le profil de Manuel commercial, ouais. donc mes activités d'agent. J'ai le profil de Tactique Distribution, la boîte de Hmm. distribution. Après, j'ai un profil privé, donc ça, c'est pour moi. Tu m'enverras les liens, je mettrai tout Euh, ça dans les notes Ouais, de ouais, l'épisode. ok, Hmm. ok. Et puis bah moi, on se croise de toute façon tous les deux, on se croise sur l'Europe tous les ans, on se croise Hmm. au Pro Days, Ouais. on s'est peut-être croisé à Eurobike aussi, mais Oui, je retrouve plein de gens de la bien sûr. profession que je connais en Hmm. France sur les différents salons où je vais. Et mais je suis toujours à surveiller ce qui se passe en France, bien Ouais, évidemment, hein, j'ai toujours beaucoup de contacts. Et, euh, et je suis abonné à Vélo Vert, je suis abonné à Bike Eco, je suis ok. tout ce qui se passe et ça m'intéresse, bien Très évidemment. très Et je bien. travaille beaucoup, j'ai plusieurs marques dans ma boîte de distribution Hmm. française aussi, bien Ok. sûr, hein. Top. Eh ben écoute, Voilà, merci infiniment Manu pour ton temps, pour toutes les infos que tu nous as distillées. Eh bien, que dire? À très bientôt sur le prochain événement. À vous qui nous écoutez et qui êtes toujours là, merci, merci de votre patience. Mettez-nous un petit message aussi pour nous dire ce que vous en pensez. Ça nous aide beaucoup. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et puis qu'est-ce que vous aimeriez entendre et qui vous aimeriez entendre? Ça, c'est très intéressant. Donc voilà, merci beaucoup Manu. Je te dis à très bientôt. je te Et puis remercie aussi beaucoup. avec grand Et plaisir. puis, Merci pour tout ce que tu apportes et ce que tu m'as apporté. Et puis voilà, à vous qui nous écoutez, on vous dit à la semaine prochaine et au prochain épisode. Salut Manu, merci beaucoup, à tout le monde. Bonne journée. Salut. salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En roue libre jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous en ressortez avec quelque chose d'intéressant. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, un petit mot sur LinkedIn, un message ou un SMS. Ça m'encourage énormément pour continuer à vous proposer du contenu qualitatif. Et si vous pensez que ce podcast peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à lui partager le lien vers cet épisode. Je suis Antoine Taillefer, vous avez écouté En roue libre, le podcast qui affûte votre connaissance du monde du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.